à vous si vous nous rejoignez sur i24 News. C'est le Morning et tout de suite la revue de presse du Moyen-Orient. Elle nous est présentée ce matin par Cyril Amar. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors on va reparler des journaux libanais qui titrent ce matin à l'unisson sur ce double attentat survenu hier et qui a une nouvelle fois visé les quartiers sud de Beyrouth. Oui Nathalie, 6 morts, 129 blessés dans le quartier de Bir Hassan. C'est la mort, la désolation, la panique et le ras-le-bol. Titre ce matin le quotidien en langue française L'Orient le jour. Cependant que le quotidien libanais Al-Jumhuriyya, la République en français dans le texte, déplore de son côté le terrorisme se poursuit. Le journal qui rappelle qu'il s'agit du 9e attentat qui vise le fief du Hezbollah depuis le mois de juillet dernier. Et comme Nathalie, la misère s'abat souvent obstinément sur les plus démunis, eh bien le journal As-Safir, l'ambassadeur, annonce de son côté que 11 orphelins ont été blessés dans ce double attentat, un attentat revendiqué par les brigades d'Abdullah Azzam, un groupe sunnite affilié à Al-Qaïda qui cherche, nous expliquent les journaux, à faire payer au mouvement chiite libanais son implication aux côtés de Bachar al-Assad. Alors par cette nouvelle attaque d'envergure, eh bien, les brigades ont prouvé qu'elles étaient bel et bien vivantes, affirme le Daily Star ce matin. Et même si d'importants coups de filet ont été opérés dans les rangs de l'organisation terroriste depuis novembre dernier, date de l'attentat contre l'ambassade iranienne à Beyrouth, eh bien, cela ne devrait pas être suffisant, estime le journal, pour démanteler un réseau qui est multicellule et mettre fin à ces activités terroristes. Pour le Al-Mustaqbal, qui est un journal éponyme du courant du futur libanais, ce sont les intérêts iraniens qui ont une nouvelle fois été pris pour cible. Selon le journal proche de la famille Hariri et donc anti-Hezbollah, eh bien l'attentat aurait cherché à tuer une personnalité iranienne de haut rang qui se trouvait à l'intérieur du centre culturel iranien dans le quartier de Bir Hassan à Beyrouth, le quartier qui a donc été visé par l'attentat. Un attentat qui constitue un premier défi sécuritaire pour le gouvernement du nouveau Premier ministre libanais Tamam Salam, relève de son côté le Daily Star. Un défi de taille selon le journal qui rappelle que le cabinet formé samedi réunit pour la première fois pro et anti-régime syrien, ligne de fracture s'il en est du pays des cèdres. Et le cèdre, Nathalie, vous allez le voir figurer, vous allez le voir encore sur cette caricature de Hassan Blibel, un cèdre caricaturé par un monticule de voitures piégées. La nouvelle réalité du Liban, celle dictée par le terrorisme, une réalité qui métamorphose le drapeau libanais, un fardeau de plus en plus lourd à porter pour les habitants de ce qu'on appelait autrefois, Nathalie, la Suisse du Moyen-Orient. Les images sont particulièrement dures à voir. Alors ce matin, à l'honneur également dans les journaux israéliens et palestiniens, on reparle du processus de paix, des négociations de paix. On en parlera plus en détail avec vous, Amir Badran. Bonjour, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On en reparle tout à l'heure, mais ce matin, c'est bien à l'honneur dans les journaux israéliens. On l'a annoncé sur ce plateau même hier, Nathalie, John Kerry et Mahmoud Abbas se sont rencontrés hier à Paris pour discuter du fameux accord cadre qui devrait être signé dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois entre Israéliens et Palestiniens. Mais pour le dessinateur de presse du quotidien palestinien Al-Ayam, vous allez le voir, John Kerry et son train de la paix sont voués à tourner en rond à l'intérieur même du cadre de la paix. Alors beaucoup moins défaitiste, le quotidien israélien Ma'ariv annonce de son côté ce coup de théâtre. Mahmoud Abbas pourrait bien reconnaître Israël en tant qu'État-nation du peuple juif. Oui, alors qu'il affirme à qui veut bien l'entendre qu'il s'y oppose farouchement. Alors sur quoi se base le quotidien conservateur pour l'affirmer? Eh bien sur ces déclarations de Nabil Ramrou. C'est un cacique de l'OLP. Il s'est exprimé hier sur la chaîne de télévision palestinienne Al-Watan, la patrie, et il a laissé entendre Nabil Ramrou que l'homme fort de Ramallah pourrait bien répondre positivement à l'exigence israélienne qui constitue, Nathalie, et vous le savez, l'un des principaux écueils du processus de paix. Alors après le journal israélien qui cite une télé palestinienne, je vous propose, Nathalie, l'inverse, un journal palestinien, le Al-Quds, c'est un journal pro-gouvernemental palestinien qui cite une télé israélienne, le Arutz Time, la deuxième chaîne de télévision israélienne, qui diffusera ce soir un entretien exclusif du secrétaire d'État américain John Kerry. Et qu'affirme-t-il, John Kerry, au micro d'Ilana Dayan? Eh bien, il laisse entendre, John Kerry, qu'en cas d'accord, il n'est pas certain que les habitants juifs de Cisjordanie aient à évacuer leur domicile. Voilà, des déclarations de part et d'autre qu'on réanalysera sur cette antenne. Allez, vous avez voulu refermer cette revue de presse avec ce petit clin d'œil de la presse israélienne sur le rachat de WhatsApp par Facebook. Oui, on l'utilise tous, WhatsApp. On a tous un groupe WhatsApp sur notre smartphone. Eh bien, cette infographie amusante du Yediot Ahronot nous gratifie ce matin
matin d'une fausse conversation entre les deux heureux PDG. Surprise, écrit Mark Zuckerberg, je viens d'acheter WhatsApp. C'est la plus grosse acquisition que n'ait jamais réalisée Facebook. Et Jan Koum, le PDG de WhatsApp, de lui répondre, ça lui a coûté 19 milliards de dollars, dont 3 iront directement dans les poches de mes employés. Voilà, une conversation qui va se terminer certainement avec un petit émoticône. Et vous, Nathalie, vous auriez choisi quoi comme émoticône pour ponctuer cette conversation? Oh, moi, je prends le sourire, tout le temps. Le sourire, tout sourire. Merci beaucoup, Cyril, pour cette revue de presse. Merci. Jeudi 20 février, on passe tout de suite à un rapide rappel des titres. John Kerry et Mahmoud Abbas, on va en parler. Ils se sont rencontrés hier à Paris. Nous sommes arrivés à un point d'orgue dans les négociations. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État américain, John Kerry, qui a également affirmé que l'évacuation de la présence israélienne dans les implantations n'était pas une condition sine qua non à la signature d'un accord. Mahmoud Abbas a quant à lui montré des signes d'assouplissement concernant notamment la reconnaissance par l'autorité palestinienne du caractère juif de l'État d'Israël. En Ukraine, le torchon brûle toujours alors que Yanukovych annonce une trêve. Tard dans la soirée d'hier, le président ukrainien a annoncé avoir conclu une trêve avec l'opposition et a ajouté, quelques heures à peine avant une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, consacrée à d'éventuelles sanctions. Hier soir, en effet, la France et l'Allemagne déclaraient vouloir punir les responsables de la répression sanglante à Kiev. Facebook est prêt à mettre le paquet pour avoir sa place dans l'univers mobile et il le prouve. Le réseau social vient d'annoncer le rachat pour 19 milliards de dollars au total de l'application WhatsApp, l'une des plus importantes messageries instantanées pour smartphone avec quelques 450 millions d'utilisateurs. Et puis, on part pour le Brésil avec cette opération séduction. Les sélectionneurs des 32 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde ont été invités par la FIFA avec comme objectif rassurer ces équipes face au retard de construction des stades et aux nombreuses violences qui ont secoué le pays ces dernières semaines. On va reparler à présent des négociations entre Israéliens et Palestiniens avec vous, Amir Badran. Bonjour, rebonjour et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors vous êtes avocat, on va reparler du cadre du droit international. Qu'est-ce qui peut faire justement le droit international dans cette zone de conflit ? Le droit international est un instrument très connu, malheureusement pas très contraignant. Beaucoup de résolutions sont prises sur divers problèmes, surtout il y en a eu pas mal sur les questions palestiniennes, sur le conflit israélo-palestinien. Et on reste encore avec la bouche ouverte, parce que des fois on a des résolutions, mais d'ici à dire qu'elles sont contraignantes et qu'elles sont pratiquées sur le territoire. Donc le droit sans résolution contraignante, ça ne sert pas à grand-chose. Comment on fait pour appliquer les décisions prises par les instances internationales ? Alors d'abord, il faut comprendre que les instances internationales sont là pour en fait voir la volonté des parties en contrat, c'est-à-dire la volonté des parties qui veulent vraiment arriver à un accord. Donc une grande partie de la volonté des parties est justement s'ils sont bien d'accord pour appliquer ce qu'ils disent, leur intention de faire. Il faut comprendre aussi que ce problème-là, on le retrouve plusieurs fois. Et quand vous voyez que le droit international n'arrive pas à résoudre les problèmes, on reste bloqué, on reste avec la bonne volonté des grandes puissances. Alors, c'est quoi la solution ? Si le droit peut rien faire, si on n'a pas de résolution contraignante, alors quelle est la j'ai bien dit, solution ? le problème n'est pas le droit et l'application de droit, le problème est la volonté des parties de vraiment aller au-delà de juste les paroles qu'ils sont en train de dénoncer en face de Kerry, en face de Mahmoud Abbas et de Netanyahou, mais vraiment avoir cette vraie volonté de mettre fin à ce... Donc d'une certaine façon, ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout se résume à une idéologie, pas forcément à une juridiction. Je trouve que la juridiction n'est qu'un moyen de plus, mais qui est basé surtout sur la volonté des parties. Et on a vu que sur le problème israélo-palestinien pendant 65 ans, on n'a pas eu beaucoup de volonté de deux parties
Mais en général, on met le problème devant la partie la plus forte en lui disant voilà, c'est à vous de montrer un signe d'être plus grand et plus puissant pour pouvoir aboutir à un accord. Les Palestiniens, quand ils parlent du droit international, ils veulent être sûrs qu'une fois qu'ils sont en train de signer un contrat ou qu'ils sont dans un contrat cadre, ils veulent être sûrs que la communauté internationale pourra être là pour donner justement cette... Alors, justement, vous avez fait partie des élections municipales, notamment ici à Jaffa. Est-ce que quand vous êtes à proximité de la population, vous sentez cette volonté de la part des peuples ? Ben, il faut dire que les peuples, c'est beaucoup plus compliqué qu'il était quelques années avant. Parce que les peuples en général sont plus, surtout ici par exemple dans le métropolitain de Tel Aviv-Jaffa, les gens coexistent ensemble, ils vivent ensemble, donc vous pouvez trouver des bonnes relations entre ces gens-là. Le problème, il est soulevé quand on parle des gouvernements et des politiciens. Et là, le problème, il est beaucoup plus grave. Le problème que récemment, la population en général et les médias en particulier en Israël tirent de plus en plus à droite. Vous remarquez que les gouvernements, ils sont élus par le peuple. Non, je parle non. Il faut bien savoir. Décidé par le gouvernement, il faut bien savoir. C'est l'émanation de la voix du peuple. C'est sûr. Mais là encore, il faut voir la dynamique des choses à l'intérieur du Parlement israélien. Et ces dernières années, la dynamique est de plus en plus de droite radicale. Et ça pose pas mal de problèmes, même au gouvernement lui-même, quand il s'agit des accords internationaux, quand il s'agit Côté palestinien, il y a aussi une radicalisation, vous l'avez dit ? Bien sûr, la radicalisation existe des deux côtés, hein. Il faut pas le nier. Mais là encore, je dis que les conséquences destructives de la colonisation sont telles qu'on ne peut pas les nier, on peut le voir. Alors on va essayer à présent de rentrer un peu plus dans le détail avec un exemple, un très concret. Mahmoud Abbas qui a déclaré, c'était dimanche, lors d'une rencontre avec 300 étudiants israéliens, c'était à Ramallah, qu'il ne s'agissait pas, je le cite, d'inonder Israël avec des millions de réfugiés palestiniens. Ce sont donc ces termes. Alors qu'est-ce qu'il va advenir de ces réfugiés ? Quelle est la solution pour eux ? D'abord, il faut comprendre que le président, M. Abbas, est là pour dire on est, en tant que Palestinien, on veut que le principe du droit de retour soit clair. On n'a pas l'intention d'amener tous les Palestiniens de la diaspora revenir vivre ici. D'ailleurs, je doute qu'ils veulent le faire, mais il faut leur laisser le choix. C'est-à-dire que le principe même est celui d'avoir le droit international, justement, dont il citait, qui règle ça en disant, voilà, il ne s'agit pas juste d'une demande, mais il faut que ce soit établi par la loi internationale, que le principe existe. Maintenant, on n'a pas cette intention d'inonder Israël. D'ailleurs, il parle aussi d'une deuxième question très très importante pendant les pourparlers israéliens-palestiniens, c'est le sujet du statut de la capitale de Jérusalem. Et il dit, on ne veut pas rediviser Jérusalem, on n'a pas besoin de ça. Et là encore, on trouve le compromis entre les deux positions, en disant que Jérusalem peut être la capitale de deux pays. Alors ça, on va y revenir. Comment le droit légiférera là-dessus sans diviser Jérusalem ? On va y revenir. On revient un instant sur le statut des réfugiés. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, l'autorité palestinienne aurait, comme l'État d'Israël l'a fait, la structure adéquate pour recevoir ces réfugiés ? John Kerry a parlé de 30 000 réfugiés. Hein. Je ne sais pas si ce nombre sais pas. On est en train d'essayer de voir l'avenir. Vous savez. Personne vraiment ne sait comment est-ce qu'on va pouvoir régler ça. On est en train d'essayer de mettre en place une certaine grande ligne, un certain cadre avec lequel les deux pays pourront y vivre. Comment est-ce que ça va être appliqué ? Oui, un cadre qui, confronté à la réalité, manifestement, comprend bien les difficultés. Bien sûr, mais les difficultés, on les voit. Il faut comprendre que la contrepartie du droit de retour que les Palestiniens demandent s'interprète avec cette peur
de la menace démographique de l'État d'Israël. C'est-à-dire que l'État d'Israël toujours évoque cette possibilité de devenir une minorité à l'État d'Israël. Mais en fait, ce n'est pas le problème de devenir minorité juive à l'État d'Israël dont les Israéliens parlent aujourd'hui. Ils parlent d'un nouveau critère, nouveau sur la chronologie de l'histoire. Le caractère juif de l'État d'Israël est un caractère assez nouveau. C'est une demande assez nouvelle qui est évoquée aujourd'hui, justement pour essayer de mettre les bâtons dans la roue, pour voir comment est-ce qu'on peut arrêter tout ce processus, parce qu'il y a eu pas mal de pression. Merci Amir Badran, le temps qui nous est imparti est écoulé. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Restez sur le i24 News. Si Sochi, c'était les Jeux Olympiques des riches? On répond à cette question dans quelques instants. À tout de suite. Sur le plateau du Morning d'i24 News. Merci à vous de nous être fidèles. On reçoit sur ce plateau Boaz Bismuth. Bonjour Boaz. Merci d'être avec nous. Betsabé Salem, merci de nous avoir rejoints. Alors on va prendre tout de suite la direction de l'Ukraine et on reparle d'un bras de fer. Un combat de boxe, presque entre deux grands géants. D'un côté, la diplomatie américaine plutôt endurante. De l'autre, la stratégie russe, un peu coup de poing, on va dire. Ouais, un peu Lennox Lewis, très beau, très élégant boxeur, un peu à Obama, à l'autre, un peu Mike Tyson, un peu plus petit, trapu, mais qui donne des coups qui font très très mal. Et qui a gagné, souvenez-vous, dans ce cas de la boxe, c'était plutôt Mike Tyson. Dans le cas de l'Ukraine, les choses, comme on le voit aujourd'hui, ça serait plutôt Poutine qui gagne encore. Alors on explique un petit peu. Le président ukrainien, Viktor Yanukovych, c'est le premier responsable en plus de ces émeutes là, qui durent depuis mardi. On a vu on a vu 26 morts, mais depuis finalement 12 semaines. Il faut dire aussi que l'Union européenne et bien sûr les États-Unis sont aussi en grande part de responsabilité et ne sortent pas très honorés de cette affaire ukrainienne. Alors il faut savoir une chose, un petit peu d'histoire. Alors l'Ukraine bien sûr faisait partie, vous savez, de l'Union soviétique. Depuis 91, depuis l'indépendance, l'Ukraine finalement est divisée en deux. Il y a ceux en Ukraine qui parlent l'ukrainien et qui regardent bien sûr Paris, Londres, Amsterdam comme modèle, et il y a d'autres bien sûr plutôt dans l'est du pays qui parlent le russe et qui regardent Moscou et qui bien sûr sont très nostalgiques des temps anciens. À la Poutine, pendant ce temps, bien sûr, vous savez, Vladimir Poutine, le président russe, aujourd'hui se trouve à Sochi, bien sûr, et là, il voit un peu des flammes de très loin. Ces flammes, lui, peut-être, il peut penser que c'est la flamme olympique, mais finalement, non, c'est bien sûr les flammes qui viennent de Kiev. Alors, si ces flammes, bien sûr, ne vont pas s'éteindre, ça va être lui qui va s'en occuper dimanche. Et je dirais que c'est un peu le drame des protestataires pro-européens dans cette affaire. D'un côté, les Russes, les pro-russes, bien sûr, Moscou qui promet 15 milliards de dollars, qui sont déjà prêts à transférer 2 milliards, alors que l'Europe et les États-Unis, sauf parler, sauf menacer, des sanctions, etc., ils font réellement rien du tout, ce qui donne un grand avantage, bien sûr, aux pro-russes dans cette affaire. Alors, il faut savoir une autre chose, que dans cette affaire aussi, et on voit un petit peu l'ironie, un petit peu de l'Union européenne, il y a quelques peu de temps seulement, dans les capitales européennes et à Bruxelles, on parlait de la Russie comme d'un allié stratégique maintenant de l'Europe, d'après ce que l'on voit aujourd'hui en Ukraine, on voit que les Russes finalement sont beaucoup plus là en train de s'occuper à construire le nouveau Union soviétique. Est-ce que vous avez le sentiment que l'attitude de l'Europe est dictée d'une certaine façon par celle des États-Unis? On va dire une chose, c'est que les États-Unis dans cette histoire-là, bien sûr, ont aussi leur propre intérêt et sont en train de gérer un petit peu leur affaire et un monde nouveau qu'ils sont en train de voir. Mais dans ce monde nouveau, malheureusement, et souvenez-vous, Obama, la première année, lorsqu'il est rentré à la Maison-Blanche, a appelé la communauté internationale, a appelé les instances internationales d'être un peu plus, de prendre de l'avant. Et c'est arrivé vraiment au summum dans la guerre de Libye, où l'Amérique avait cette nouvelle stratégie menée de l'arrière. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Poutine a très bien vite compris, pas seulement Poutine, aussi les États de BRICS, donc Brésil, si vous voulez, même Afrique du Sud, la Turquie, tous ces pays, la Chine, évidemment, tous ces pays ont vu qu'il y a un vide là qui s'installe et qui veulent bien sûr rentrer dans cet espace que l'Amérique laisse. Mais l'Amérique doit comprendre une chose, elle ne peut pas aussi trop céder trop d'espace. Et là, les Russes, bien sûr, prennent de l'avant. On l'a vu seulement les derniers mois dans le dossier syrien, dans le dossier du nucléaire
iranien et maintenant, je crains, dans le dossier ukrainien. Là, très rapidement, Boaz, je vais m'adresser non pas à l'éditorialiste, non pas aux journalistes, mais aux diplomates. En diplomatie, vous avez été ambassadeur en Mauritanie. C'est celui qui reçoit les coups qui gagne ou c'est celui qui les donne? Je vais vous dire, c'est depuis qu'on est tout petit, on apprend une chose, c'est vraiment de ne pas donner surtout de coups et d'apprendre justement à les concéder de façon très élégante. Mais dans cette histoire, je crois qu'il y a aussi des limites. Je crois que là, les Américains reçoivent un peu trop de coups sur la scène internationale et Poutine voit très bien que mais c'est pas seulement Poutine. Sur la scène internationale, là, les dernières années, on voit que finalement, celui qui donne les coups, c'est pas celui qui à la fin est puni. Merci Boaz d'avoir été avec nous ce matin. Jeudi 20 février, on continue avec un rapide rappel des titres. John Kerry et Mahmoud Abbas se sont rencontrés hier à Paris. Nous sommes arrivés à un point d'orgue dans les négociations. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État américain John Kerry, qui a également annoncé que l'évacuation de la présence israélienne dans les implantations n'était pas une condition sine qua non à la signature d'un accord. Mahmoud Abbas a quant à lui montré des signes d'assouplissement concernant notamment la reconnaissance par l'autorité palestinienne du caractère juif de l'État d'Israël. En Ukraine, on en parlait, Yanukovych annonce une trêve alors que le torchon brûle toujours dans la capitale. Tard dans la soirée d'hier, le président ukrainien annonçait avoir conclu une trêve avec l'opposition et ajouté quelques heures à peine avant une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne consacrée à d'éventuelles sanctions. Hier soir, en effet, la France et l'Allemagne déclaraient vouloir punir les responsables de la répression sanglante à Kiev. Facebook est prêt à mettre le paquet pour avoir sa place dans l'univers mobile et il le prouve. Le réseau social vient d'annoncer le rachat pour 19 milliards de dollars de WhatsApp, l'une des plus importantes messageries instantanées pour smartphone avec 450 millions d'utilisateurs. Et puis on part pour le Brésil avec cette opération séduction. Les sélectionneurs des 32 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde ont été invités par la FIFA. Objectif, les rassurer face au retard de construction des stades et aux nombreuses violences qui ont secoué le pays ces dernières semaines. Voilà donc pour les principaux titres de l'actualité de ce matin. Boaz, une toute petite question. Est-ce que vous avez suivi les Jeux de Sotchi ? Vous savez, on habite en Israël et comme vous voyez par la fenêtre, il y a beaucoup de neige ici et beaucoup de glace de partout. Donc nous sommes tous des experts de ces jeux. J'ai vu bien sûr l'ouverture. J'ai eu la chance ce week-end d'être en France. Les Français sont très excités par les jeux. Donc j'ai vu un tout petit peu, j'avoue. Un tout petit peu. Alors justement, session de rattrapage avec Betsabé Salem ce matin. Bonjour Betsabé, rebonjour. On va parler de ce qu'on a peu vu, peu entendu sur ces Jeux de Sotchi. Tout à fait. Bonjour Nathalie. Alors ce n'est pas un scoop, les JO d'hiver n'ont jamais été un modèle de diversité. Tout d'abord, on y a toujours vu plus de Suisses, de Canadiens, alors pas d'Israéliens, non, plus de Canadiens que de Sénégalais ou de Péruviens. J'arrive au bureau ce matin, au petit matin, je regarde les médailles, les dépêches et je lis que les JO de Sotchi ont consacré 2 géants. Hier, le biathlète norvégien Ole Einar Bjørndalen, nouveau détenteur du record de médailles, et oui, en plus c'est sa 13e médaille, Nathalie, et l'américain Ted Ligety, vainqueur du slalom géant, c'est lui que l'on voit sur ces images. Il a donc remporté l'or aux Jeux de Sotchi. Ligety qui était déjà double champion du monde et quadruple vainqueur de la Coupe du monde de slalom géant. Je ne m'en souvenais pas, je l'ai réécrit. Il n'avait donc plus que les titres olympiques à rajouter à sa collection et c'est chose faite. Et on sent que ça vous ennuie, Alors non, je dirais juste que ça me fait l'effet en fait d'une sorte de déjà-vu, Nathalie. Et oui, on a quand même l'impression que les médailles sont le plus souvent raflées par les pays riches. Vous êtes d'accord avec moi, Boaz ? Évidemment. Alors, c'est tout à fait logique d'ailleurs, puisque les pays riches sont les plus représentés. Prenez la nationalité des 2873 athlètes listés par le Comité international olympique à la veille de la cérémonie d'ouverture des JO de Sotchi. Donc, regardez une infographie qui devrait apparaître bientôt sur votre écran. Et bien voilà, un anneau olympique a été attribué à chacun des 5 continents. Et la taille de chaque anneau est proportionnelle au nombre de participants de son continent. Alors on voit tout de suite que les Jeux d'hiver sont une affaire d'Européens avec plus de 2000 athlètes sur les 2900 donc. Ça fait 70% des athlètes pour l'Europe qui comprend ici la Russie et de très loin le continent le plus représenté, c'est donc l'Europe. En comparaison, l'Afrique, évidemment, qui ne compte que 5 représentants, et oui, 5 athlètes en tout, tout comme l'Amérique du Sud, elle est quasi absente donc de cette compétition. Et pourtant,
on en trouve des montagnes sur ces continents aussi, sachant que, et c'est mon deuxième point, les pays des continents les plus représentés ne sont pas également représentés, donc là encore, grosse disproportion. Donc parmi les pays les plus représentés, vous avez la France, 8e place, 114 athlètes. Et oui, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup de la France, et pas seulement Cocorico. Mais la France n'est pas la meilleure élève. Et le pire, en fait, mon dernier point, les pays qui ont le plus gros ratio de participants par habitant sont les micro-États comme Monaco ou le Liechtenstein. Vous avez aussi l'Australie qui a un ratio supérieur à celui de la France. Et ben voilà, comme ça, c'est fait. Si on parlait des pays les moins représentés à présent. Alors, quasiment la moitié des athlètes viennent de pays dont le PIB par habitant est supérieur à 48 000 $, des pays riches, donc dans lesquels seulement 6% de la population mondiale vit. Donc, ce sont des pays riches qui sont représentés. Si vous voulez parler de pays qui sont sous-représentés, ça tombe bien. J'ai le Pakistan sous la main. La délégation pakistanaise à Sochi, ne rigolez pas, Boaz, c'est un seul athlète, on va le respecter, un skieur venu tout droit des montagnes himalayennes. Vous le voyez sur ces images en train de s'entraîner. Son nom, Mohamed Karim. Alors quand il était gamin, il glissait sur les pentes avec des skis fabriqués à la main. Boaz veut intervenir. Un mot qui brûle les lèvres. Au contraire, je ne vais pas du tout rigoler parce que justement ce Mohamed Karim, sur mon bureau, il n'y a que des posters de ce grand athlète. Donc pas du tout. Mais je vais juste dire... Photo à l'appui ? Non, juste un gentil mot sur l'Afrique. Ils sont plutôt, eux, à cause du climat bien sûr, prêts pour les Jeux d'été où en athlétisme ils sont forts. Mais c'est vrai qu'en Jeux d'hiver, là, l'Afrique, ils ont eu une médaille, je ne suis même pas sûr. Alors au Pakistan, j'y viens tout de suite au Pakistan, c'est l'armée de l'air, attention, qui gère la fédération de ski alpin. Je trouvais que c'était intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un sport qui peut s'avérer, Nathalie, essentiel à la survie des pilotes. Et oui, par exemple, en cas de crash, pourquoi est-ce qu'il rit tout le temps ? C'est pas drôle. En cas de crash. C'est la bonne humeur du morning, vous savez, vous êtes poutinesque ce matin. Je parle d'un conflit qui se passe au Cachemire. En cas de crash dans les montagnes, eh bien, les pilotes ont besoin de skier. C'est pas évident, mais il fallait y penser. Ils y ont pensé. Alors du coup, eh bien, l'armée pakistanaise organise chaque année des compétitions de ski alpin. C'est pas une blague, afin de recruter les meilleurs talents. Et du coup, Mohamed s'y est distingué. C'est donc à l'âge de 19 ans qu'il a goûté aux pistes de Sochi. On écoute ? Allez. Quand j'étais petit, nous étions beaucoup de garçons à faire du ski. Nous allions skier ensemble, nos écoles étaient fermées pendant l'hiver et c'était le seul moyen de ne pas s'ennuyer. Nous fabriquions nos skis nous-mêmes. Plus tard, c'est l'armée de l'air qui a organisé une compétition là où nous avons appris et nous avons pu commencer à skier professionnellement. Je me suis vraiment beaucoup entraîné, j'ai fait beaucoup d'exercices et avec tous ces efforts, si Dieu le veut, je finirai dans les 50 premiers. Et on sentait ce regard plein d'admiration de Boaz quand vous Non mais est-ce qu'il a gagné, c'est ça? Bah alors, vous avez le poster, vous n'avez pas suivi, il est arrivé 79e sur 109. Ah ben voilà. Joli, bravo. Allez, on reste à Sochi, on parle de curling à présent. Oui, parce que je ne suis... c'est pas parce que je suis une fan de ce sport, en fait, j'avoue, mais parce que je sais que beaucoup en sont fans cette année. Vous savez pourquoi, Nathalie? Allez-y, dites. Eh bien, pour le physique de ces athlètes. Aha. Alors, un petit débrief. Le curling, ça vient d'Écosse. Ça se pratique sur la glace avec une pierre de granit polie. Vous avez un curling... On ne le voit pas, il est caché par le CG, mais c'est très évocateur. Voilà. Et cette année, les regards ne se portent pas que sur la maison. La maison, c'est la cible, en fait. C'est là où vous devez envoyer cette pierre. Mais sur les athlètes plantureuses, avec une médaille d'un autre genre aux équipes de Grande-Bretagne et de Russie qui recèlent en leur sein de véritables beautés que vous pouvez voir sur ces images. Enfin, je ne sais pas si c'est de votre goût, là Boaz, aussi, mais en tout sent cas, le regard de Boaz pétiller. Non, pas du tout. Et alors, sachez, Nathalie, que ces athlètes de l'Est sont pour beaucoup d'entre elles mannequins. J'ai bien dit mannequins. Elles ont fait de nombreuses photos sexy pour promouvoir leur sport. Et ce sont ces photos que vous voyez sur ces images. Voilà, c'est des photos qui nous rappellent un petit peu cette polémique autour d'une certaine skieuse libanaise. Tout à fait bien vu. Elle s'appelle Jackie Chamoun et elle a 22 ans. Alors, c'est pas elle, ça c'est le curling. Donc, on va arriver à Jackie Chamoun. Jackie, c'est une skieuse libanaise donc, qui représente son pays au JO de Sochi. Et voilà, c'est elle. Elle a fait beaucoup parler d'elle. C'est une litote après la diffusion d'une vidéo la montrant les seins nus lors d'une séance de photos. Forcément, là, ce que tout le monde se dit, c'est est-ce qu'elle n'avait pas froid lors de cette séance? Non, moi, je ne sais pas ce que je me suis dit. Je me suis dit, qu'est-ce que vont dire les conservateurs au Liban, surtout. Alors, du coup, ils ont effectivement réagi. On est journalistes, chacune à notre façon. Et alors, du coup, pour la petite histoire, quand même, elle faisait un
calendrier dénommé instructeur de ski. C'est pas une blague. Et alors du coup, ça fait pas mal de remous chez les conservateurs libanais. Et le ministre libanais de la Jeunesse et des Sports, indigné, a demandé des mesures au comité olympique libanais en vue de protéger la réputation du Liban. Et puis pour ses fans, elle sera au départ du slalom de ski demain, vendredi. Voilà, messieurs, vous en avez eu pour votre compte ce matin. Il y a des beaux gosses aussi à Sochi, non? Tout à fait. Alors, c'est pas moi qui l'ai remarqué, mais j'ai vu que beaucoup de commentaires fleuraient sur les médias sans pour autant qu'ils soient topless ou torse nu. Vous avez pas mal d'athlètes qui attirent le regard. Alors, c'est bien pour les gens comme moi qui ne comprennent pas grand-chose au sport. Allez, pour les filles maintenant, hein, il y en a pour tout le monde. Vous avez par exemple Félix Neureuther. Alors, d'autant plus attendrissant qu'il s'est fait mal. Le pauvre garçon, il a failli ne pas participer à Sochi à cause d'un accident de voiture avant les Jeux. Ben oui, moi ça m'a attiré l'attention. Je trouve ça beaucoup plus sexy qu'avec une médaille en train de croquer sa médaille. Vous avez remarqué que quelquefois ils mordent leur médaille. Bon, et ben alors lui il avait, je sais pas comment ça s'appelle, une Edenou Boaz. Voilà, le mot Minerve. Voilà, il avait une Minerve. Alors vous avez encore Tora Bright, ça c'est pour les garçons Boaz, médaillée d'argent en snowboard half pipe. Elle est australienne. Et puis, un petit coup d'Holiday on Ice avec les danseurs Nathalie Péchala et Fabien Brouza, français, qui sont arrivés en 4e place au patinage artistique. Ils sont pas mal, hein. Voilà, des muscles partout. Là, bon, allez, on passe aux choses sérieuses maintenant. Betsabé, des athlètes insolites à présent. Alors, bien sûr, une première place pour on ne le présente plus. On en a déjà parlé, d'autant que ce sont ses 6e Jeux Olympiques. C'est le prince Hubertus von Hohenlohe-Langenburg. Il est mexicain, il est vêtu d'un costume traditionnel de mariachi. Et quand il ne participe pas à la Coupe du Monde de ski, Hubertus est un jet-setter accompli qui profite de son temps libre pour s'adonner à ses autres amours, la photographie et la chanson. Allez, on l'écoute quelques secondes, je pense que c'est notre dernière vidéo. Très rapidement. Lang gesucht, man kann nicht sagen, I haven't tried, but in you I found the magic, the crave to survive. Oh, thank you, Lord, for giving me my perfect energy to climb steepest mountains. Et voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé sa veste. On va continuer à charrier sur i24 News. Restez avec nous juste après le journal. Yohann qui débarque avec ses bourdes publicitaires du moment. Restez sur i24 News. Sur le plateau du Morning d'i24 News, on prend tout de suite la direction de l'Iran. Nous sommes en ligne avec Christian Mallard, consultant pour i24 News, spécialiste en affaires internationales. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, bonjour Nathalie. On va parler de la dernière actualité, ce qui vient tout juste de tomber, l'Iran qui vient d'accepter un chemin de fer manifestement pour la tenue des négociations avec les puissances occidentales. Écoutez, de toute façon, c'est bien qu'on dise qu'on ait un accord cadre qui fixe les limites de la négociation. C'est une bonne chose, vaut mieux ça que la confrontation permanente. Simplement, sur le fond, je reste quand même très dubitatif parce que quand même, je reprends les propos tenus par l'ayatollah Khamenei qui disait que de toute façon, ces négociations sur le nucléaire n'amèneront nulle part. Alors, certains peuvent dire en effet que ce sont peut-être des propos tenus à des fins intérieures pour rassurer les ultra-radicaux du régime qui sont contre tout accord. Donc on sait très bien souvent que les Iraniens tiennent un double ou triple discours, mais enfin simplement, je note que les Iraniens fixent toujours des lignes rouges. Quand vous avez les officiels qui vous disent il n'est pas question de démanteler les installations nucléaires, ce n'est pas dans le programme. Quand vous avez les Iraniens toujours qui sont en train de dire oui, de toute façon, il n'est pas question de céder sur la centrale d'Arak, qui est une centrale à eau lourde qui produit du plutonium. On sait aussi que de toute façon, la centrale de Fordo, qui est à 300 mètres sous les montagnes, cache beaucoup de choses. Quand vous avez les inspecteurs de l'AIEA qui n'arrivent pas à faire leur travail, à vérifier que l'uranium enrichi ne se fait pas au-delà des 5% tolérés par cet accord intérimaire, je me dis quand même qu'il y a un certain nombre de problèmes qui restent sur la table. Comment peut-on dire qu'on va de l'avant ? Alors je sais bien que la date butoir de ces négociations doit être le 20 juillet, que d'ici là, je pense que les Occidentaux auront pu vérifier si les Iraniens sont sérieux dans leur volonté de négocier, mais je reste quand même très prudent là-dessus.
Mais ça veut dire quoi très exactement, Christian Mallard, les Occidentaux? On a l'impression que les yeux sont rivés sur l'Iran, sur les négociations concernant la Syrie. Est-ce que tout ça, finalement, ça ne se résume pas à une opposition diplomatique entre les États-Unis et la Russie, tout simplement? Oui, vous avez raison. Il n'y a qu'à regarder ce qui est en train de se passer. Vous avez posé la bonne question. Il y a les États-Unis qui sont quand même de plus en plus en retrait des problèmes du Moyen-Orient et en particulier de l'Iran. On le voit bien, les Américains sont prêts à jouer avec l'Iran en pensant que l'Iran peut jouer un rôle stabilisateur au Moyen-Orient, ce dont je doute énormément quand on voit que l'Iran est quand même en pleine guerre contre les sunnites, contre l'Arabie saoudite et un certain nombre d'alliés des Occidentaux. Et en même temps, vous dites la Russie, bien entendu, on le voit bien, tout est un peu lié entre le jeu des Américains d'un côté, les Iraniens de l'autre, et puis la Russie avec un Poutine qui va se braquer davantage contre les États-Unis justement et contre les Occidentaux par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Donc il y a tout ce que j'appellerais un billard à trois bandes qui est en train de se jouer, et c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé les solutions pour apaiser la situation. Les solutions, les décryptages sont un peu difficiles. Quand Mohamed Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien, sourit à qui? Il sourit à la Russie, il sourit aux États-Unis ou à l'Europe? Mais vous savez, encore une fois, le monsieur Javad Zarif est très malin. C'est un diplomate confirmé qui a une très grande expérience des Occidentaux puisqu'il lui-même était en poste aux États-Unis. Donc il sait bien quel est le type de discours qu'il faut pour essayer d'amadouer les Occidentaux, d'amadouer les Américains. Mais encore une fois, moi je ne fais pas totalement confiance à monsieur Javad Zarif et à ce régime iranien qui essaye de gagner du temps. Là on dit qu'on a trouvé un accord cadre. Oui, je vous le disais tout à l'heure, très bien. Mais maintenant, sur le fond, les problèmes de fond, c'est loin d'être très résolu. Quand vous avez quand même encore l'Iran qui dit que démanteler leurs installations nucléaires, ça ne fait pas partie de l'agenda, je me dis qu'il y a quand même un problème. Merci beaucoup Christian Mallard. Gagner du temps notamment et peut-être éventuellement aussi pour laisser ce flou artistique continuer à régner en Syrie. Merci beaucoup pour ces explications. Jeudi 20 février, on revient tout de suite sur les titres de cette matinée. John Kerry et Mahmoud Abbas se sont rencontrés, vous le savez, hier à Paris. Nous sommes arrivés à un point d'orgue dans les négociations, c'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État américain, John Kerry, qui a également annoncé que l'évacuation de la présence israélienne dans les implantations n'était pas une condition sine qua non à la signature d'un accord. Mahmoud Abbas, quant à lui, montre des signes d'assouplissement concernant notamment la reconnaissance par l'autorité palestinienne du caractère juif de l'État d'Israël. En Ukraine, la situation est toujours explosive et dans le même temps, Yanukovych annonce une trêve. Tard dans la soirée d'hier, le président ukrainien a annoncé avoir conclu une trêve avec l'opposition, et ce quelques heures à peine avant une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne consacrée à d'éventuelles sanctions. Facebook est prêt à mettre le paquet pour avoir sa place dans l'univers mobile et il le prouve. Le réseau social vient d'annoncer le rachat pour 19 milliards de dollars de l'application WhatsApp, l'une des plus importantes messageries instantanées pour smartphone, avec quelques 450 millions d'utilisateurs. Et puis on prend la direction du Brésil et cette opération séduction, les sélectionneurs des 32 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde ont été invités par la FIFA. Objectif, les rassurer face au retard de construction des stades et aux nombreuses violences qui ont secoué, vous vous en rappelez, le pays ces dernières semaines. On reste en Israël et Israël, comme vous le savez, est comme beaucoup d'autres pays confrontés au fléau des accidents de la route et à l'insécurité routière, mais ramenés à l'échelle du pays, les chiffres sont alarmants. Alors comment on lutte ici contre les dangers au volant? C'est Maël Benoliel qui s'y colle. Plus de 2000 morts sur les routes pour l'année 2013, une dizaine de milliers de blessés. Tel est le terrifiant bilan de la sécurité routière en Israël. Un véritable fléau pour un pays qui compte à peine 8 millions d'habitants. Il faut savoir que depuis la création de l'État d'Israël, il y a eu plus de morts sur les routes que dans toutes les guerres confondues que le pays a connues. C'est donc très important pour nous de faire en sorte que les automobilistes soient en sécurité sur les routes dans leur vie de tous les jours. Une mission prise forcément très au sérieux par la police israélienne.
et en particulier par son unité de sécurité routière. La guerre de la sécurité routière, c'est une guerre sans compromis. Doudou Elbaz est policier depuis 22 ans. Comme chaque jour, il part à la chasse aux chauffards sur les routes du pays. Sa méthode, circuler en voiture banalisée, s'arrêter à des points stratégiques sur les routes et prendre en flagrant délit les conducteurs fautifs. Une méthode infaillible afin de faire prendre conscience du danger de la route à ceux qui ne respectent pas les règles. Et seulement quelques secondes après s'être mise en place, Doudou constate déjà une première infraction. Regarde, tu le vois celui-là? Maintenant, il va essayer de s'insérer dans la circulation et il va arriver jusqu'à moi. Bonjour, permis et papier du véhicule s'il vous plaît. Je vais vérifier si vous avez déjà commis des infractions et je déciderai si je vous mets juste un avertissement ou une amende. Après vérification, tout indique que ce chauffeur est en réalité un récidiviste. Dans ce cas, pas de négociation possible. Cette bande de séparation n'est pas là pour rien, elle est faite pour séparer deux voies et surtout pas pour être coupée par les voitures. Ce sera une amende de 250 shekels pour vous. En rentrant vers son commissariat, Doudou aperçoit un chauffeur qui conduit son véhicule sans sa ceinture de sécurité. Et les tentatives du conducteur pour convaincre le policier de sa bonne foi n'y feront rien. Pardon, vraiment, je t'en supplie. Vous ne m'avez rien fait pour me demander pardon. Vous devez être avec une ceinture de sécurité quand vous conduisez, c'est tout. Un délit du code de la route qui coûtera à ce conducteur, là encore, 250 shekels d'amende. Mais cette fois-ci, accompagné d'un retrait de 6 points sur son permis. Avec en moyenne 5 morts par jour dus à des accidents de voiture, on ne peut pas dire que Doudou ait choisi le plus facile des métiers. C'est le métier que j'ai choisi, c'est mon rôle et même si c'est dur, nous sommes là pour sauver des vies. C'est notre mission, éviter qu'il y ait des accidents de la route, sauver des vies et aider le plus possible les citoyens. Après des années d'errement, il semblerait que la police israélienne ait pris les dispositions nécessaires pour réduire le nombre d'accidents de la route. Grâce à des policiers de la trempe de Doudou, le nombre de morts a baissé en 2013 par rapport aux années précédentes. Voilà, et le seul conseil ce matin, comme tous les jours, soyez prudents au volant. C'est l'heure à présent de la chronique Conso et Tendance. Bonjour Johan. Bonjour Merci Nathalie. de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors ce matin, vous nous présentez des publicités qui font plouf. Qui font plouf. Alors exactement, je vais vous présenter plus précisément des publicités qui reprennent l'actualité. Et reprendre l'actualité est un exercice auquel les publicitaires adorent. Les publicitaires s'y adonnent très régulièrement, parfois avec succès, parfois avec un peu moins de succès ou un peu plus de maladresse. Et on commence tout de suite avec une première publicité qui nous vient du Liban et qui reprend le scandale, ou en tout cas l'affaire Jackie Chamoun dont nous parlait Betsabé il y a quelques minutes sur ce plateau, voilà, qui a défrayé la chronique récemment, notamment avec ses photos et vidéos un peu dénudées. Les réseaux sociaux s'étaient enflammés autour de cette affaire. Et bien les publicitaires aussi, publicitaires libanais, donc avec cette marque de bière qui s'appelle Almaza, qui reprend l'affaire pour nous proposer ce visuel qui nous dit « Ne me mettez pas hors de moi », littéralement en arabe « Ne me sortez pas de mes vêtements ». Voilà, donc un jeu de mots qui reprend donc l'actualité, et il est important notamment ici de souligner le côté provocateur de la marque, puisque rappelons-le, l'ex-ministre des Sports et de la Jeunesse libanais a demandé au comité des Jeux Olympiques libanais de faire attention à la réputation du pays, en enlevant notamment les photos. Donc voilà, donc on a un petit côté provocateur qui dit si vous enlevez les photos, de toute façon nous on les reprend aussi. Et oui, on en parlait tout à l'heure, on en reparle maintenant, on reste au Liban. On reste au Liban pour cette deuxième annonce qui est sortie à l'occasion de la Saint-Valentin, donc qui était vendredi dernier dans le monde entier. Publicité pour l'enseigne d'électroménager Curry Homes qui nous propose cette annonce qui nous dit « Chocolates make her fat ». Sous-entendu, le chocolat la fait grossir, privilégier d'autres types de cadeaux. Donc des cadeaux de type électroménager. Il faut savoir que cette annonce a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et a été qualifiée de discriminatoire, a été qualifiée de très négative envers l'image, envers le comportement que les femmes doivent avoir. Les réseaux sociaux s'en sont donnés à cœur joie et on a eu des réactions très drôles, notamment certaines personnes qui disent pourquoi est-ce qu'un frigidaire la rendrait plus mince. Sous-entendu, est-ce que si j'achète un produit chez vous, est-ce que ça va régler le problème que vous mettez en avant? Ou encore d'autres femmes qui nous disent tout simplement je suis grosse, j'aime le chocolat et j'en suis fière. Donc voilà, ce qu'il faut rappeler ici et ce qui est très important, c'est que c'est souvent le cas sur internet, les internautes reprennent un visuel, une annonce publicitaire sortie du contexte général de la campagne. Et la campagne générale ici proposée par Curry Homes était un peu différente.
Un deuxième visuel a accompagné celui-ci et on voit bien qu'en fait l'intention de la marque n'était pas si négative envers les femmes. Le premier visuel représentait un homme disant « Les ours en peluche sont pour les enfants de 5 ans, offrez des cadeaux inattendus pour la Saint-Valentin ». C'est-à-dire qu'en fait il ne s'attaque pas uniquement à la nourriture, voilà, sur le type de cadeau, mais également aux peluches ou à tout type de cadeau. Le directeur marketing de Courir se défend en disant effectivement que tout simplement il voulait inciter les hommes à offrir des cadeaux un peu différents à leurs femmes pour changer, que ce soit un ours, un jouet ou du chocolat. Donc voilà, et c'est pour essayer de tempériser. De rattraper le coup, hein, mais c'est pas forcément de très bons coups. C'est un peu comme offrir tout le temps aux petites filles des fers à repasser, des cuisinières, des marchandes, des choses comme ça. Ce serait le cas si on s'arrêtait sur le visuel chocolat. Je pense que c'est plus de la maladresse qu'une grave erreur. C'est plus de la maladresse dans la formulation, parce qu'en fait, il faut souligner ici qu'il y a quelque chose de très cohérent dans la campagne. C'est-à-dire qu'on vend de l'électroménager et on propose aux hommes d'acheter de l'électroménager à leurs femmes pour la Saint-Valentin. Et la direction artistique de cette campagne reprend tous les codes de la réclame des années 50, avec un visuel très années 50, une femme au foyer, voilà, donc avec toute l'envie de s'équiper en électroménager. Donc il y avait un concept derrière, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Un concept qui fait plouf, hein, lui aussi. Qui fait plouf. Direction à présent, Johan, l'Afrique du Sud. Hein, on s'y rend avec un film qui a ému beaucoup de monde. Un film qui a ému beaucoup de monde, exactement. Un film qui a touché plus précisément plus de 1 200 000 personnes sur YouTube. Un film qui nous raconte tout simplement l'histoire d'un homme qui ne sait pas lire et dont le fils vient de sortir son premier roman. Cet homme décide donc d'apprendre à lire et à écrire pour pouvoir lire le roman de son fils. Un film particulièrement touchant et dans l'histoire et dans sa réalisation, surtout en Afrique du Sud, quand on sait que plus d'une personne sur 10 ne sait pas lire ni écrire. Une jolie histoire dont je vous laisse découvrir le dénouement en images tout de suite. Dad, hey Tubbs, I read your book. You read my book? Barman, give that man a belt. Ah, mais c'est pour une marque d'alcool, c'est pas... Eh ben, c'est pour ça que cette publicité fait plouf, c'est que finalement, il célèbre le fait que le père ait réussi à lire le livre avec un whisky. C'est un peu dommage, c'est un peu déconnecté de l'histoire et c'est ce qui la rend un peu moins jolie finalement. Autre publicité qui fait plouf et on va très vite pour terminer, l'apparition de Gad Elmaleh dans une pub pour la LCL. Exactement, l'apparition de Gad Elmaleh pour LCL qui fait énormément de bruit, notamment sur Twitter où les twittos s'en donnent à cœur joie dans la critique en disant que si Gad Elmaleh est censé défendre les intérêts financiers du français lambda, c'est une personne qui est très mal choisie vu les moyens que Gad Elmaleh a et que dans le film, on l'entend régulièrement parler d'agio et parler de quelques dizaines d'euros de frais bancaires auxquels il s'oppose. Voilà, quelque chose d'assez maladroit pour le coup et de très mal pensé. Les twittos nous écrivent des choses plutôt drôles. La nullité de la pub LCL avec Gad Elmaleh me fait presque regretter celle de Patrick Bosso pour .s. Voilà, des choses plutôt légères. Ils ne sont pas très contents, les internautes. Merci beaucoup, Johan, d'avoir été avec nous ce matin. Restez avec nous, on va parler avec Virginie Khalifa de l'art qui descend dans les rues tunisiennes. À tout de suite. Dernière partie de votre morning en ce jeudi 20 février. Avec moi sur ce plateau, le duo de choc Rudy Saada et Virginie Khalifa. Bonjour, bonjour merci Nathalie de m'avoir rejoint. On passe tout de suite à la revue du web. Et on commence bien évidemment, comment passer à côté ce matin avec ce chiffre qui a fait frémir la toile hier en fin de soirée, 19 milliards de dollars. Et oui, 19 milliards de dollars, c'est la somme record déboursée par le géant Facebook pour s'offrir WhatsApp. Alors donc sur les 19 milliards de dollars, 4 milliards de dollars seront payés en numéraire, 12 milliards en actions Facebook aux actionnaires de WhatsApp et quant aux 3 derniers milliards, ils seront versés directement aux fondateurs et salariés de WhatsApp
sur une période de 4 ans après l'achat. Donc là, c'était pour être clair sur ces fameux 19. C'est plus. Voilà, mais ça fait quand même beaucoup. Alors on va rapidement rappeler ce qu'est WhatsApp. C'est un service quasi gratuit de chat sur téléphone et qui a remplacé, il faut le dire aujourd'hui, voilà, comme le montre Virginie. Vous envoyez des WhatsApp là en direct, Rudy. Alors attendez, est-ce que vous préférez la preuve par l'exemple? Moi, je n'ai pas mon portable en plateau. la première année gratuite et les suivantes sont à moins d'$1 pour l'utilisateur, donc c'est quasiment gratuit. Alors aujourd'hui, c'est 450 millions d'utilisateurs tous les mois, dont 70% qui sont actifs comme Virginie quotidiennement. Le plus étonnant, c'est que WhatsApp, c'est une entreprise de seulement 55 salariés. Et si on divise en fait le coût de l'achat, ça fait 344 millions de dollars par salarié. Et voilà, et 40 $ par utilisateur, comme le dit ce tweet que l'on va voir. Alors, cela dit, plus d'1 million de personnes ouvrent chaque jour un compte et c'est pas moins de 10 milliards de messages qui transitent tous les jours par les services de WhatsApp. Et ben voilà, une PME, comment on explique la success story de cette petite entreprise? Alors, entreprise de la Silicon Valley, née en 2009, fondée par Ian Koum et Brian Acton. Alors Ian Koum, vous voyez à droite sur la photo, c'est un immigré juif ukrainien. Il s'est installé aux États-Unis à l'âge de 16 ans. Il est issu d'une famille très pauvre et il parvient quand même à faire des études à l'université de San Jose. C'est là qu'il rencontre son futur associé, Brian Acton. Ils travaillent ensemble chez Yahoo pendant une certaine période, pendant plusieurs années, avant de fonder en 2009 WhatsApp, un simple service de messagerie. WhatsApp, ça veut dire WhatsApp, quoi de neuf, tout simplement. Alors, regardez ce tweet. Alors, ça, c'est très intéressant. Beaucoup de gens l'ont retweeté ce matin. Brian Acton, c'est un tweet qui date de 2009. C'est au tout début de WhatsApp. Et il dit Facebook m'a retourné une grande chance de se connecter avec ces gens fantastiques. Je suis impatient de voir la suite des aventures. Donc voilà, quasiment 5 ans plus tard, la suite des aventures, 19 milliards de dollars. Donc, ça laissait un peu présager ce qui s'est passé hier soir. Voilà, 19 milliards de dollars, ça laisse quand même un peu rêveur. Pourquoi avoir investi autant dans cette petite entreprise? Alors, on peut dire, certains disent que c'est une erreur. À titre de comparaison, Facebook avait racheté, et ça avait fait l'événement, pour seulement 1 milliard de dollars Instagram, il y a quelques temps. Motorola, l'entreprise entière a été rachetée 5 milliards par Google, et Microsoft avait mis la main sur Nokia pour 5 milliards d'euros. Donc 5 milliards 4 d'euros. Pour vous dire que c'est vrai, on est arrivé dans une autre dimension. Alors cela dit, Facebook est dans une boulimie de rachat et mise plus que tout pour ne pas perdre pied sur les smartphones et montrer qu'ils ne veulent pas perdre leur place de leader mondial. Et WhatsApp est un autre leader mondial. Et voilà. Et la stratégie, c'est aussi de ramener des utilisateurs, les fameux utilisateurs jeunes de Facebook que Facebook est en train de perdre. Eh bien, WhatsApp les ramènerait dans le monde de l'entreprise WhatsApp. Alors pour Zuckerberg, WhatsApp devrait atteindre le milliard d'utilisateurs sous peu, c'est son objectif. Alors, c'est donc un rachat purement stratégique et par contre, la bourse n'a pas du tout apprécié. L'action a dévissé de 4,5%. Moi, est-ce qu'on peut craindre d'une certaine façon que les utilisateurs dont vous parliez paient un peu le prix de ces 19 milliards de dépenses? Alors, c'est voilà, vous pouvez le voir sur un tweet, beaucoup d'utilisateurs ont parlé de leur peur de devoir tout simplement passer à la caisse par la pub ou par le paiement. Alors, directement sur son blog après le rachat, WhatsApp a rassuré qu'il resterait donc quasiment gratuit, surtout qu'il n'y aura pas de pub à venir. C'est contre la philosophie de l'entreprise. Alors, reste à savoir comment ces 19 milliards de dollars vont pouvoir être remboursés et devenir rentables. C'est vrai qu'il y a souvent des rumeurs par rapport à ça, par rapport à WhatsApp, où on nous dit que ça va devenir payant. Mais ça l'est. C'est-à-dire qu'après la première année, c'est 0,99 $. Chaque année? Chaque année. Et alors c'est rien. Ah, donc je paye sans le savoir. On paye sans le savoir. Donc on paye sans le savoir. La première année gratuite et voilà. D'accord, je ne savais pas. Alors on va passer à un tout autre sujet à présent, une vidéo virale comme vous en avez le secret qui fait le tour du net et c'est sur l'Ukraine. Alors oui, ce matin un calme relatif règne à Kiev. Les internautes sont très très attentifs à ce qui se passe place Médane pour les manifestants pro-européens et grâce aussi à une stratégie de communication web très très efficace depuis le début de ce conflit, de ces manifestations. Et alors depuis 48 heures, c'est une vidéo très simple, très efficace qui a fait le tour du monde. On y voit une jeune Ukrainienne s'adresser tout simplement aux citoyens du monde. Elle en est à 2,5 millions de vues ce matin. On regarde. The Ukrainian, the native of Kiev. And now I am on Maidan, on the central part of my city. I want you to know why thousands of people all over my country are on the streets.
There is only one reason. We want to be free from a dictatorship. We want to be free from the politicians who work only for themselves, who are ready to shoot, to beat, to injure people just for saving their money, just for saving their houses, just to saving their power. I want these people who are here, who have dignity, who are brave. I want them to live a normal life. We are civilized people, but our governments are barbarians. That's not a Soviet Union. We want our courts not to be corrupted. We want to be free. I know that maybe tomorrow we will have no phone, no internet connection, and we will be alone here. Voilà donc cet appel de cette jeune Ukrainienne, une vidéo poignante. On va parler à présent, on se détend un petit peu. Rudy, on parle du dernier jeu à la mode, un nouveau passe-temps sur Twitter. Alors là, si vous avez vraiment rien à faire de votre vie, vous pouvez suivre ce compte de 555 Homes. On ne sait pas qui est cet internaute, mais en tout cas, depuis des semaines, chaque demi-heure, il nous met une image du film Top Gun sur ce fameux compte Twitter. Et donc, ça amuse la presse du monde entier. Donc, vous pouvez voir, voilà, donc chaque frame. Et donc chaque demi-heure, de manière automatique, arrive à toutes 15, 45, etc. Une image du film. Donc il y a 25 images par seconde. Imaginez, ça va durer encore des mois et ça passionne les internautes. Alors moi, je me suis un petit peu amusé à ce jeu et donc j'ai fait la même chose. J'ai démarré ce matin avec la chronique, l'imitation d'Homer Simpson hier faite par Virginie Khalifa. Il fallait qu'elle ait son visitage aujourd'hui. Voilà. Aussi. Voilà, je savais que ça allait me tomber dessus. Je me suis dit bon, si c'est pas moi qui n'ai rien à faire, c'est moi qui suis à l'écran. Merci beaucoup, voilà. Rudy. Donc dans une demi-heure, vous avez la suite. Il n'y a pas le son, mais en tout cas, il y aura l'image. Donc c'est toute la chronique d'hier. Vous pourrez regarder sur mon compte Twitter. En tout cas, on voit que ce 555, je sais plus trop quoi, ne regarde pas i24 News et c'est bien dommage. Merci beaucoup. Bientôt. Rudy Saada, merci beaucoup. Jeudi 20 février, on passe tout de suite au rappel des principaux titres de cette matinée dans une ambiance particulière puisque John Kerry et Mahmoud Abbas se sont rencontrés hier à Paris. Nous sommes arrivés à un point d'orgue dans les négociations, c'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État américain. John Kerry qui a également annoncé que l'évacuation de la présence israélienne dans les implantations n'était pas une condition sine qua non à la signature d'un accord. Mahmoud Abbas a quant à lui montré des signes d'assouplissement concernant notamment la reconnaissance par l'autorité palestinienne du caractère juif de l'État d'Israël. La situation est toujours explosive en Ukraine alors que Yanukovych annonce une trêve. Tard dans la soirée d'hier, le président ukrainien a annoncé avoir conclu une trêve avec l'opposition et ce quelques heures à peine avant une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne consacrée à d'éventuelles sanctions. On en reparle bien évidemment, Facebook prêt à mettre le paquet pour avoir sa place dans l'univers mobile. Il le prouve encore une fois aujourd'hui. Le réseau social vient d'annoncer le rachat pour 19 milliards de dollars de WhatsApp, l'une des plus importantes messageries instantanées pour smartphone. Et puis opération séduction au Brésil, les sélectionneurs des 32 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde ont été invités par la FIFA. Objectif, les rassurer face au retard de construction des stades et aux nombreuses violences qui ont secoué le pays ces dernières semaines. Ils se sont calmés, c'était dur ce rappel des titres avec les rires de Rudy Saada et Virginie Khalifa en toile de fond, Virginie. J'ai très peur, je risque d'apparaître dans une demi-heure sur tous les réseaux sociaux. Donc... Et oui, c'est ce qui risque de se passer. On va parler à présent d'un récent phénomène qui motive les artistes tunisiens à investir les rues du pays. Oui, alors effectivement, Nathalie, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de la Tunisie ces dernières semaines. Alors, pour évoquer souvent des questions politiques, je vais vous présenter aujourd'hui le street art au pays du jasmin. Et en cette période de crise économique, les Tunisiens organisent des événements culturels gratuits dans les rues tunisiennes. Du coup, la population a accès à la culture partout et à n'importe quel moment. Ces manifestations culturelles ont été pensées et mises en place par Mohamed Massoudi. Alors lui, c'est un jeune architecte de 24 ans. Il a choisi d'investir ces zones publiques principalement pour en faire des lieux de rassemblement, des lieux de rencontre et d'échange où les jeunes et moins jeunes peuvent discuter librement et oublier pour la plupart les problèmes socio-économiques auxquels sont confrontés les Tunisiens tous les jours. Alors, depuis près d'un an, les slameurs, poètes, danseurs et musiciens offrent un instant de liberté artistique à qui le souhaite, une sorte de galerie en plein air où les artistes en herbe
partagent leur passion. Donc si Rudy veut se rendre en Tunisie pour partager ses Twitter ou mes images, ce serait avec plaisir. Elle est venue comment cette idée, Virginie ? Eh bien, c'est juste la continuité d'un projet qu'on appelle Clem Eshra 3, une initiative qui avait pour but de réunir des gens dans un lieu donné et d'y interpréter des poésies en arabe dialectal. Ce concept qui avait connu un grand succès lui a donné envie d'avancer et de proposer d'autres idées. C'est aussi l'occasion de donner la parole à de nombreux artistes, qu'ils soient chanteurs, danseurs, peintres ou musiciens. Alors, vous savez, Nathalie, l'art urbain est très, très en vogue en Tunisie. J'en parle souvent d'ailleurs sur ce plateau. Et les Tunisiens sont très heureux de voir cette vague de liberté flotter sur les places publiques tunisiennes avec des œuvres anarchiques qui appartiennent à tous. Et c'est ça, ce qu'il faut souligner, c'est qu'ils jouissent à ce niveau-là d'une totale liberté. Complètement. Le seul problème finalement, ce serait peut-être le climat, puisque les autorités n'y voient aucun inconvénient, d'autant plus que les artistes ne sont pas là pour faire de mauvaises choses, ils ne sont pas là pour parler de politique, ils sont là pour faire du bien à la société. D'ailleurs, je vous propose de découvrir tout de suite une artiste. Alors elle est habituée de ces événements publics dans la rue. Elle s'appelle Amal Weslati, j'arrive pas. C'est une jeune slameuse. Vous savez ce qu'est le slam ? Oui, bien sûr. Voilà, c'est une sorte de poésie en chanson. Donc, je vous propose. Tous les matins. C'est ça, Rudy. Et vous faites la même chose d'ailleurs. Donc, je vous propose de la découvrir. On verra qui est le meilleur. يقولوا مسكينة كهبت عفلتي البارحة عملتهم 30 وقداش تجري سنين وال20 30 وعلى قد ما كنت فرحانة كي عملت 20 على قد ما حسنت خلقت 30 صعيبة 30 كئيبة. Voilà, alors on n'a pas tout compris, mais c'est un genre de grand corps malade à la sauce tunisienne. Exactement. Je voulais juste préciser qu'elle n'était pas sur WhatsApp, Rudy. Elle lisait son texte. D'accord. Voilà. Alors on continue Virginie, avec la Tunisie. On continue avec l'art, puisque c'est finalement le moyen d'expression qui a été choisi par les Tunisiens. Effectivement, mais cette fois avec un autre décor, mais toujours cette volonté de s'exprimer. Alors les Tunisiens dansent maintenant pour lutter contre l'extrémisme religieux et pour sortir les jeunes de l'influence salafiste. Certes, Ennahda n'est plus au pouvoir, mais son influence reste parfois intacte dans les rues tunisiennes. C'est pour cela que l'association fondée par Nidal Boualaghi, c'est un jeune homme de 26 ans, qui cherche à attirer de plus en plus de jeunes grâce au breakdance. Cette association est née il y a 3 ans à Sidi Ali Ben Aoun, à 300 km de Tunis. Les salafistes avaient pour habitude de recruter les jeunes... Pourquoi vous souriez ? Vous étiez gâtés avec les noms de... Oui, non, mais là, ça va, j'ai réussi à le dire. L'accent est parfait en plus. Oui, bon, Rudy, commencez pas parce que je vais... Ou alors on peut appeler peut-être Cyril Amar. Oui, c'est vrai. Il reste de mieux le prononcer. Donc voilà, c'est vrai que dans cette région, les salafistes avaient pour habitude de recruter les jeunes, puisque les gens là-bas souffrent de pauvreté. Ils sont donc influençables, et s'ils ne s'en lancent pas dans les trafics de drogue, bien souvent c'est dans leurs mains, celles des salafistes, qu'ils tombent. Alors certains ont cédé sous la pression, et bien d'autres se sont rebellés. Même s'ils disent ne rien avoir contre les salafistes, ils reconnaissent la dimension terroriste qu'il existe au sein de ce groupe. Du coup, ils ont décidé de défendre leurs idées pacifiquement, avec des cours de danse sur des tubes américains bien évidemment, du rap, de la photo, du théâtre, dans le but de créer une grande famille éloignée de tous les aspects négatifs de la société. Leur espoir éradiquer les vieilles mentalités et venir en aide aux jeunes démunis. Et voilà, une façon de dénoncer la société et puis de s'amuser aussi. La boucle est bouclée. On poursuit rapidement avec une expo photo. Effectivement, alors il s'agit de celle de Women on Wall, qui est née au printemps 2013. Elle a été mise en place du 8 au 13 février. 2 jeunes artistes égyptiens ont investi les rues, Chérif et Boustan, au centre de la ville du Caire. Bombe à la main, les graffeurs ont laissé libre cours à leur imagination. Le but de la manœuvre est parler de la condition des femmes à travers des graffitis, des messages forts, on le voit sur les images, avec l'envie de montrer au monde entier que la femme arabe est une femme libre qui a envie de s'exprimer librement. Et voilà, et vous en parlez souvent sur ce plateau. Merci à vous, Virginie Khalifa, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Juste avant de se quitter en musique, laissez-moi remercier ceux qui ont préparé et réalisé cette émission. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Excellente journée à vous. Tout de suite, un petit morceau de musique.